Bonjour à tous. Welcome to Lesson 14. Look out the window. What is the weather like today? Mais d'abord, subscribe to our channel. Salut Anna. Yes, subscribe. It is a beautiful day. I want to go to the park. Well, you better check the forecast first, Lucas. Grab your notebooks, check your umbrellas, and get ready to pause. Écris, répète. Pause, write, repeat. Et franchement, c'est le conseil parfait pour aujourd'hui. Parce que on va plonger dans cette leçon 14 avec une vraie mission. On va décortiquer comment la langue française parle de la météo. Ouais, c'est pas juste réviser des mots de base, hein. L'objectif, c'est vraiment de comprendre la mécanique dans la tête des francophones. Exactement. En anglais, la grammaire fait de la météo un truc hyper passif. Tu regardes dehors, tu constates et tu dis « It is raining » ou « It is cold ». Bah oui, l'environnement, il est juste là, quoi. Il existe et c'est tout. L'acteur principal. Et demander à un anglophone de passer d'une vision passive à une vision active, c'est une sacrée bascule philosophique. C'est clair, c'est même un des trucs les plus fascinants en linguistique. Et le plus drôle, c'est que ces documents ciblent le niveau A1. Donc vraiment les grands débutants. Ouais, les toutes premières heures. Et bam, on te met face à une rupture totale de logique. Apprendre une langue, c'est pas juste coller une nouvelle étiquette sur le même objet. Non, c'est adopter un cadre de référence complètement différent. Et c'est ça qui rend l'analyse de cette leçon si géniale. Ah oui, on imagine toujours que les concepts profonds sont cachés dans la littérature classique ou, je sais pas, le subjonctif. Alors que non, l'effort mental le plus intense, il est souvent dans les trucs les plus banals, genre regarder par la fenêtre et décrire le ciel. Exactement. Alors posons un peu les bases. Les documents commencent par le lexique de survie, en gros. Les fameuses briques de construction de la conversation météo. Voilà. On part du terme global, la météo. Ensuite, on a les trucs physiques, tangibles, le soleil, qui est la source de chaleur, et son opposé absolu, la pluie. Sans oublier le bouclier indispensable, le parapluie. Toujours, oui. Et bien sûr, on a les sensations thermiques, les deux grands extrêmes. Et là, attention, il faut vraiment parler extra lentement pour bien saisir la nuance de prononciation. Ah oui, la prononciation est cruciale ici. On a le premier mot, chaud. Ça se prononce un peu comme le mot anglais pour un show spectacle, chaud, chaud. Chaud, ouais. Très rond comme son. Et à l'opposé, il faut faire une distinction hyper claire avec froid. Froid avec ce son complexe à la fin, froid. Froid, oui, c'est beaucoup plus sec. Exactement. Donc, si on s'arrête là, on a juste une petite liste de mots neutres, mais le gros blocage, il arrive quand la leçon demande de faire une phrase avec ça. Ah, le fameux choc syntaxique. Parce que si tu traduis littéralement « it is hot » depuis l'anglais, la structure s'effondre en français. Ouais, ça ne marche pas du tout. Le français refuse d'utiliser le verbe être pour ça. La règle absolue, c'est d'utiliser « il fait chaud ». Ce qui, mot à mot, donnerait un truc super bizarre en anglais, genre « it makes hot ». On remplace le verbe d'état par le verbe d'action par excellence. C'est ça, et ça structure toute l'expression atmosphérique. Les documents donnent plein d'exemples. Pour un ciel dégagé, on dit « il fait beau ». Et si c'est la tempête ou que c'est moche, il fait mauvais. Exact. Et la température suit le même moule. Il fait chaud ou alors il fait froid. Et grammaticalement, c'est un il impersonnel. Oui, ce n'est pas un monsieur ou une divinité cachée dans les nuages qui fabrique le temps, C'est juste l'atmosphère qui génère cet état. C'est une excellente façon de le voir. En fait, j'ai une analogie pour ça. En anglais, « it is hot », c'est comme une simple notification sur ton téléphone. C'est froid, détaché, c'est juste un statut. Ouais, une simple information. Mais en français, « il fait chaud », c'est comme si la météo était un chef cuisinier. Tu vois, le chef en cuisine, il s'active, il prépare la chaleur, il la produit, il y a toute une machinerie en route. Ouh, j'adore cette idée de machinerie. Le moteur atmosphérique qui tourne et qui recrache du chaud ou du froid. C'est très vrai. Historiquement, les langues romaines aiment cette idée de genèse. Mais bon, ce moteur a quand même ses limites, non? Le document montre bien que cette fameuse règle d'action a un point de rupture. Ah, la grande exception. Oui, dès qu'il y a de l'eau qui tombe du ciel, fini le « il fait ». La machine s'arrête. Voilà, la règle devient caduque. Le document est très clair. On doit dire « il pleut ». C'est dingue. On ne dit pas « il fait pluie ». Non, jamais. L'environnement arrête de fabriquer le temps et il s'engage dans une action spécifique avec son propre verbe. Mais du coup, pourquoi cette exception à ton avis? Est-ce que c'est parce que la chaleur et le froid sont invisibles, alors que la pluie, c'est hyper visuel? C'est exactement ça. C'est une question de tangibilité. La température, ça t'enveloppe. C'est une ambiance. Donc l'environnement doit la faire. Alors que la pluie, c'est agressif, c'est direct.
Oui, c'est de la matière qui se déplace. C'est physique et indéniable. Donc la langue a créé un verbe juste pour ça. Pleuvoir contient l'action en lui-même. C'est logique en fait. Mais ça demande une vraie gymnastique pour l'étudiant. Il doit toujours se demander, est-ce que c'est une sensation ou est-ce que c'est un truc matériel qui tombe? Et c'est là que la théorie devient compliquée à utiliser en temps réel dans une conversation. C'est pour ça que j'adore l'approche pédagogique de cette leçon. Au lieu de nous donner des tableaux de grammaire ennuyeux, ils utilisent une histoire. Une petite application narrative, oui. L'histoire s'appelle « La pluie à Paris ». Et c'est très drôle parce que les personnages portent nos prénoms. Il y a un personnage qui s'appelle Lucas et une autre qui s'appelle Anna. C'est vrai que c'est un clin d'œil amusant. Et le scénario est parfait. Le personnage de Lucas regarde par la fenêtre, il voit un grand soleil et, très fier de sa nouvelle grammaire, il dit « Il fait beau ». Il est tellement sûr de lui, ce Lucas fictif. Complètement. Il est persuadé que cette machinerie atmosphérique est stable. Il met un t-shirt, ses lunettes et il annonce qu'il va au parc parce que, je cite, « Il fait chaud ». C'est l'arrogance classique du débutant face à la météo, le faux sentiment de sécurité. Voilà, il pense maîtriser la règle, donc il pense maîtriser le ciel parisien. Grave erreur. Et c'est là que le personnage d'Anna intervient. Elle représente la sagesse, la prudence. Elle connaît la météo locale, elle sait que ça change tout le temps. Oui, l'Anna de l'histoire est très pragmatique. Elle lui tend un parapluie noir, l'objet de survie ultime. Elle lui dit d'attendre et de le prendre. Mais lui, il rit, il pointe le soleil du doigt, il sort sans le parapluie. Le fameux excès de confiance avant la chute. 10 minutes plus tard, bam. Ellipse temporelle, le ciel devient tout gris. Et la punition tombe. Littéralement. L'exception grammaticale s'impose brutalement, il pleut. Le pauvre personnage de Lucas est rattrapé par les lois de la physique. Et de la syntaxe. Exactement. Il fait demi-tour en courant, il rentre chez lui complètement trempé. Et là, il faut vraiment l'imaginer en train de grelotter. Brrr. Anna, il fait froid. J'adore. Il subit totalement la règle maintenant. Et l'Anna de l'histoire conclut avec la règle d'or. À Paris, il faut toujours un parapluie. C'est génial parce que la structure de cette histoire reflète pile poil l'art d'apprentissage du vocabulaire. Comment ça, Evaline? Tu commences avec une confiance aveugle. Tu penses que la règle du « il fait beau » ou « il fait chaud » est universelle. Tu t'appuies dessus. Ouais, la zone de confort. Mais ensuite, la perturbation arrive. Le verbe pleuvoir débarque comme une grosse averse pour casser ton schéma mental. C'est super intéressant. L'objet du parapluie, en fait, c'est le pont entre ces deux extrêmes. C'est l'anticipation de l'exception. C'est tout à fait ça. Lucas refuse le parapluie parce qu'il fait une observation statique. Mais la langue, comme la météo urbaine, te demande de t'adapter tout le temps. Et à la fin, quand il rentre en souffrant et qu'il dit « il fait froid », il est revenu à la règle de base, mais avec beaucoup plus d'humilité. Il a compris qu'il ne faisait pas juste constater la météo, il la subissait. Cette petite dramatisation humoristique, c'est redoutable pour la mémorisation. Le cerveau retient 1000 fois mieux quand il y a un conflit, une erreur et une conséquence physique. C'est clair, on ne retient pas juste une liste de mots isolés. On encode une vraie séquence de cause à effet. L'erreur fatale de Lucas face au ciel parisien. Et ce mécanisme de mémoire par l'expérience, on le retrouve à fond dans la dernière section des documents. Les concepteurs y détaillent un exercice de traduction finale. Ah oui, l'exercice en 4 étapes. En l'analysant, on voit bien que c'est pas juste un petit test banal. C'est une architecture conçue pour augmenter progressivement la charge cognitive. Oui, c'est hyper bien pensé. La première étape, c'est la traduction d'une forte chaleur. L'étudiant part de l'anglais « It is very hot today » et doit activer la phrase magique. Il fait chaud. Voilà, ça initialise le cerveau. Et tout de suite après, deuxième étape, on passe à l'extrême opposé. On donne la sensation de grelotter « brrr ». It is cold. Ce qui amène logiquement à la réponse « il fait froid ». Exactement. Ces deux premières étapes, elles créent une routine. Elles valident la règle générale. C'est pour habituer l'esprit à utiliser le bon verbe d'action pour la température. Puis, troisième étape, on élargit un peu. On demande de décrire un ciel magnifique, un beau soleil. Donc on passe de la température à l'esthétique du ciel avec « il fait beau ». C'est ça. À ce stade, l'étudiant est en pleine confiance. Tout fonctionne parfaitement. Son cerveau ronronne sur des rails hyper prévisibles. Le piège parfait.
parce que l'étape 4 arrive et casse tout. Ah, la quatrième étape est machiavélique. On casse la mécanique linéaire. Au lieu de donner une phrase neutre à traduire, la leçon fait appel à la mémoire narrative. Ouais, elle demande de se souvenir de ce qui est arrivé au malheureux personnage de Lucas dans le parc quand il n'avait pas son parapluie. Et le but, c'est de déclencher le fameux « il pleut, Titi ». Mais c'est d'une intelligence folle niveau pédagogie. Au lieu de forcer l'étudiant à analyser la grammaire, on active son hippocampe, le centre de la mémoire des événements. Complètement. C'est ce qu'on appelle en neuroéducation une difficulté désirable. En créant cette image mentale du gars trempé en t-shirt, ça ancre la règle rebelle beaucoup plus profondément qu'une répétition par cœur. L'émotion, même si c'est juste un sourire narquois face à la situation ridicule, c'est le meilleur ciment pour la mémoire à long terme. L'exception n'est plus une anomalie agaçante, elle devient la conclusion logique de l'histoire. Et le vrai bénéfice de cette méthode, c'est la fluidité que ça va créer plus tard. Quand l'étudiant sera dehors et qu'il verra des nuages noirs, il ne va pas chercher mentalement sa table de conjugaison. Non, l'image du ciel gris va directement déclencher le réflexe narratif. L'expression « il pleut » va sortir toute seule, de manière organique. C'est un instinct de survie linguistique en fait. C'est exactement le but. Synthétiser tout ça, ça montre vraiment ce qu'en demande aux grands débutants. On ne leur demande pas juste d'apprendre des mots sur l'eau ou la température. On leur demande de muter, de changer leur analyse logique du monde. Passer du verbe d'état au verbe d'action, c'est redéfinir les causes et les conséquences dans la nature. Le glissement du passif anglais vers l'actif francophone, c'est vraiment le premier pas vers une immersion authentique. Tant que tu traduis mot à mot, tu restes un spectateur extérieur de la langue. Mais oui, adopter ce « il fait », c'est jouer le jeu. C'est accepter que le français, c'est pas juste un code pour communiquer, c'est une véritable architecture de pensée. Une fois que tu as compris l'architecture et que tu as intégré la fameuse exception de la pluie, incarnée par le parapluie salvateur, tu es équipé. T'as un système mental complet. D'ailleurs, ça m'amène à une réflexion presque philosophique pour terminer. Si la langue façonne vraiment notre façon de voir le monde, comme le dit la relativité linguistique. Oui, la fameuse théorie de Sapir-Whorf. Voilà. Eh bien, dans quelle mesure cette météo active imprègne l'esprit des francophones? Si chaque journée froide ou ensoleillée est vue comme une action, un truc fabriqué par le ciel, est-ce que ça ne donne pas un côté un peu animiste à la nature? C'est une super question. L'environnement n'est plus un décor de fond inerte. C'est une entité qui travaille, qui décide et qui, parfois, te punit si tu as oublié ton parapluie. Exactement. C'est une force délibérée. C'est vraiment un truc fascinant à garder en tête la prochaine fois que vous verrez les nuages s'accumuler à l'horizon. Tout à fait. Soyez prêts, la machinerie est toujours en route. Look out your window right now. Quel temps fait-il? What is the weather like? Il fait beau? Il pleut? Il fait chaud ou froid? Tell us the weather in your city in the comments. À bientôt! Au revoir!